Hello, hello. Bonjour à tous. Hello, bonjour à tous. On espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour cette nouvelle session de It's Time, donc pour parler des fonctionnalités de l'outil français TimeTonic. On en est déjà à la 5e émission, donc avec Marco et Jérôme. Donc pour aujourd'hui, on va aborder 3 thèmes, chacun notre petit thème. Donc Marco va commencer pour parler d'une nouveauté. C'est vraiment tout frais. Je crois que ça a peut-être un mois, quelque chose comme ça, à peine plus. Que sont les smart texts. Ensuite, je continuerai pour vous faire un petit peu frémir en parlant de fonctionnalités Excel avec les tableaux croisés dynamiques. Je sais que le monde du document est friand d'Excel. Et puis, pour calmer un petit peu les esprits, Jérôme continuera en explorant la possibilité de connecter les possibilités, puis voilà, tout ce qu'on peut faire entre Make et TimeTonic. Donc voilà pour le petit programme du jour. Donc, on espère que ce programme va vous plaire, répondra à quelques questions. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Si on n'y répond pas tout de suite, on revient dessus par la suite sans aucun souci. Voilà. Donc, Marco, je te laisse. Je commence. Moi, juste un truc, j'ai pas le setup habituel, donc j'ai qu'un seul écran. Donc voilà, donc, mes acolytes vont m'interrompre si jamais il y a des questions, mais ça va être compliqué de regarder les questions en même temps, quoi. Voilà, c'est juste pour dire ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Monsieur fait non, parce que il sort du no-code. Il n'est pas partagé, c'est bon.
Voilà. Donc, du coup, moi, C'était de ma faute, si on le voyait ouais. pas. Ouais, moi, je vais vous parler des smart texts dans TimeTonic et de ce qu'on peut faire avec. Alors, pour introduire ça, je prends un exemple d'une table où on fait des échanges. En fait, on fait des échanges avec des clients. Et du coup, l'idée, ça va être de pouvoir en fait, formaliser le contenu de cet échange dans un champ qui va être assez sympa visuellement. Donc là, avant, on avait un champ, du coup, un champ simple de description qui pouvait être éventuellement multiligne ou pas. Mais si on change ce type de champ et qu'on prend un champ smart text, on va voir du coup qu'on peut aller plus loin dans l'édition. Quand j'ouvre la fenêtre du coup d'un smart text, donc là, j'ai la possibilité d'écrire du contenu qui va être beaucoup plus formaté et beaucoup plus esthétique avec des paragraphes. Je peux mettre du texte en gras, je peux mettre des titres par exemple. Je peux mettre des titres. Bon là, je vais faire un compte rendu d'échange, mettons. Hein. Un compte rendu. Je peux faire pas mal de choses. Je peux du coup mettre des tableaux aussi. Je pourrais mettre des tableaux avec du contenu. Je ne sais pas, mettons avec les points abordés. Plein de choses comme ça, points abordés. Donc là, l'intérêt de ce truc-là, c'est que non seulement on peut mettre finalement un texte un peu riche, mais vraiment on peut mettre des tableaux, on peut aller assez loin du coup dans le visuel. Et après, on peut cliquer sur le bouton prévisualiser pour voir du coup ce que ça donne. Là, je suis en mode édition quand je change. Maintenant, là où on peut aller aussi plus loin, c'est que ce qui est intéressant et qui est assez génial d'ailleurs dans les smart texts quand même, c'est surtout qu'on peut intégrer des contenus dynamiques. C'est-à-dire que là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est le compte rendu de la date du compte rendu et par exemple du client avec lequel je suis. Alors là, je n'ai pas mis de date, mais si je mets une date que je dis que par exemple on est le 4 avril, et parmi les clients, donc j'ai un champ sélection des clients, un lien vers la table client, j'ai le client 1. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est le compte rendu du 04, 04, etc. pour le client 1. Mais je n'ai pas envie d'écrire du coup à chaque fois. Donc, je peux utiliser les champs de TimeTonic. Si je fais $, je peux dire que c'est le compte rendu du champ du coup qui va être date pour le client. Du coup, de manière dynamique, je vais mettre client. Et là, si je mets client derrière et que je prévisualise, j'ai directement le contenu qui est dynamique par rapport au contenu de la ligne. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très puissant parce que du coup, je peux avoir directement un compte rendu qui va être préformaté, évidemment, un template avec des données potentiellement du client. Quand je dis un template, c'est parce que je peux, par exemple, définir dans les paramètres par défaut, des valeurs par défaut. Je peux définir dans ma valeur par défaut, pour mon champ Smart Text, par exemple, ce que j'ai mis en titre, je peux dire que c'est la valeur par défaut, ça va être le compte rendu du $date. Ça, si je mets ça dans la valeur par défaut pour le client, et dès que je vais créer un nouveau compte rendu, ça se mettra automatiquement avec les bonnes valeurs. Donc là, je crée ça pour la valeur par défaut. Si maintenant, je crée un deuxième compte rendu, je vais par exemple cliquer ici pour créer un compte rendu, je vais dire que c'est la date du 5. On est en date 5. Pour le client, je vais dire que c'est le client 3. Ici, si je sauvegarde et du coup, je modifie et que je rafraîchis, je prévisualise, je vois que mon compte rendu a été du coup automatiquement récupéré par rapport aux données que j'ai paramétrées. Ça permet certainement de paramétrer des templates, on va dire, et je peux les réutiliser. Après, je peux aller assez loin. Là, je ne vais pas forcément aller très loin dans mon champ ici, mais bon, je peux changer vraiment pas mal de choses. Je peux mettre effectivement du code en gras. Je peux mettre aussi des liens. Je peux insérer des liens dedans. Je peux mettre des formats. Donc, tout ce qu'on peut faire, visuellement, on peut aller vraiment d'un texte enrichi qui est assez large et qui est assez puissant. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, potentiellement, là, c'est un compte rendu. Donc, j'ai un client, j'ai échangé avec lui et j'ai envie de me dire, maintenant, ce compte rendu, j'ai envie de le partager avec lui. Et j'ai envie de le partager sans forcément faire un copier-coller et envoyer le contenu par mail, etc. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais lui partager directement le compte rendu, finalement, un lien vers le compte rendu. Pour faire ça, je vais insérer une colonne de type permalien. Donc, je vais l'appeler, par exemple, lien compte rendu. Et cette colonne de type permalien, je vais pouvoir, du coup, lui dire qu'elle va pointer vers le champ, du coup, description qui contient mon smart text. Si je fais ça, j'obtiens une URL. Donc, cette URL-là, si je clique dessus, je peux la partager à mon client. Et il doit avoir tout le contenu de mon compte rendu. Il peut même l'afficher en mode plein écran. Donc, il y a directement le lien vers le compte rendu. Et si jamais, en fait, je lui envoie le lien et qu'entre-temps, je change, je suis en train de continuer le compte rendu, il aura évidemment la dernière version du compte rendu, puisque ce n'est pas une copie. Il accède directement depuis l'extérieur à ce compte rendu. Donc, grâce au permalien, ça me permet de partager finalement des données d'un smart text avec un client, à l'extérieur. Sans avoir accès, là, j'ai
quand je fais ça, je n'ai pas besoin d'avoir un compte TimeTonic pour pouvoir accéder au compte rendu. J'ai juste à cliquer sur l'URL et je peux y avoir accès comme ça directement. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très sympa. Donc, ça, cette notion un peu de partage. Alors, ici, ensuite, je peux aller un petit peu plus loin aussi. Dans mon compte rendu, on peut imaginer généralement qu'on a des participants. Alors, on peut imaginer, je vais ajouter une table avec des collaborateurs et je vais ajouter une notion de participant. Donc, ma table collaborateur, je vais créer ma table. Hop, je vais du coup dire qu'il y a un collaborateur 1. Alors, je vais l'appeler, par exemple, Joe. Je ne sais pas. Joe, je sais les noms, je n'ai pas forcément d'idée. Hein. On va l'appeler Marie et Alfred. Voilà, donc ça, c'est des collaborateurs. Ici, maintenant, dans mon échange, je vais ajouter de la colonne pour sélectionner les collaborateurs du coup de mon échange. Alors, je ne sais pas si je suis dans la vue tous ici, peut-être. Je vais l'ajouter à côté du client. C'est à droite les collaborateurs. Et là, je vais dire du coup que c'est un lien vers la table des collaborateurs. Hop, table collaborateurs. Je vais l'appeler collaborateurs. Ça peut être du coup une sélection multiple, parce qu'on peut avoir plusieurs personnes. Et là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est dans un compte rendu, je vais dire, par exemple, il y a ces 2 personnes-là qui sont présentes. Je donne juste un exemple. Et maintenant, ce que je vais chercher à faire, c'est dans mon compte rendu, je voudrais pouvoir dire, je veux récupérer dynamiquement les personnes qui sont présentes. Donc là, c'est autrement dit un champ, finalement, qui va être dynamique et qui va contenir plusieurs données. Alors, mettons, sous forme avec une petite puce. Là, petite puce, je vais dire, je veux récupérer, du coup, les collaborateurs qui sont présents. Et parmi ces collaborateurs, j'ai cliqué à côté, collaborateur, échange collaborateur, comment il a appelé? Pourquoi je ne la retrouve pas, ma colonne? Non, je suis directement sur ma table, je vais le refaire. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, et collaborateur. Et si je clique dessus, je vais charger collaborateur, je vais prendre le champ description. Une fois que j'ai fait ça, je vais dire à TimeTonic, c'est quelque chose de multiple, parce que je peux en avoir plusieurs. Là, je peux maintenant prévisualiser ce que ça va pour voir ce que ça donne. Et là, automatiquement, il m'a créé finalement une pastille par collaborateur. Donc, c'est dynamique, présent, du coup, dans la réunion. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir un affichage qui va être très dynamique du compte rendu. Ça, c'est quelque chose qui est assez sympa. Donc, on peut afficher des pastilles avec quelque chose qui est dynamique. On peut faire aussi ça avec les tableaux. Donc, les tableaux, le cas qui pourrait être intéressant, on peut imaginons qu'on saisit des temps. On a une table de saisie des temps pour un client et on veut lui envoyer finalement le compte rendu des temps qu'on a réalisés. Donc là, je vais ajouter une colonne avec les temps en jour. Par exemple, en jour, je vais dire que c'est une colonne de type nombre. Vous allez voir ce que je vais faire du coup avec ça. Une colonne de type nombre. Et cette colonne nombre, on va dire que le symbole, ça sera des jours. Il y a des jours, pas des jours peut-être, plutôt des heures même. Je vais mettre un temps en heure, ça sera plus logique. Je vais mettre un temps en heure. Voilà, j'insère le champ. Donc, le temps, il va être en heure. Hop, j'insère ce champ-là. Et hop, dernière chose, je vais faire aussi ajouter une colonne date, peut-être parce que c'est bien de savoir qu'on a fait tant d'heures, telle date. Donc là, j'ajoute une colonne date. Et la date, je la mets au format classique. J'insère le champ. Et on peut mettre quelques valeurs. Par exemple, on peut dire on a travaillé voilà, le 4 mars. On peut avoir dire le 2 avril. Et par exemple, le 3 avril. Et là, on a fait 2 heures, peu importe, 3 heures et 4 heures. Et ici, on peut mettre le prépa projet. On a compris ce qu'on veut faire. Hein. Du coup, je ne vais pas forcément passer trop de temps à ça. Développement, on fait le dev sur le projet. Et là, échange plus dev. Échange plus dev. Ce que j'ai envie, en fait, c'est de partager finalement mon activité grâce à un smart text. Donc ça, pour le faire, je vais par exemple aller dans mon champ client, dans ma table client, je vais ajouter une nouvelle colonne à droite qui va être activité, par exemple. Activité. Et du coup, je vais lier le mieux. Non, je vais le faire plutôt de là, c'est plus logique. On va dire que c'est ici, en fait, un temps réalisé va être associé à un client. Je vais le faire depuis cette notion-là. Ici, c'est un client. Et donc, ça va être un lien vers une autre table et la table des clients, ici. Hop, j'insère ça. Et là, je vais dire, par exemple, que c'est pour le client, par exemple, le client 1. Et puis, je vais étirer les valeurs potentiellement. Je agrandis un petit peu et j'étire ça. Je fais pour le même client. Le principe marche évidemment pour quel que soit le client, peu importe. Et ensuite, du coup, si je vais dans ma table client, je peux avoir une colonne du coup où j'ai du coup les temps réalisés. Je vais la rendre visible
Ça, c'est avec ce que j'appelle les activités réalisées avec le client. Je vais leur nommer, ça sera plus clair, modifier, activité. Donc là, maintenant, j'ai juste fait quoi? J'ai juste fait un lien entre le client et les temps que j'ai saisis pour ce client. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais mettre un compte rendu activité. Et là, je mets un champ Smart Text et je vais définir qu'est-ce que je veux mettre en fait dedans. Dans ce champ-là, ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est de faire un tableau dynamique dans lequel je vais lui mettre, ben voilà, à telle date, j'ai fait tant d'heures et quel est le commentaire. Alors là, ce que je vais faire du coup, je vais ajouter donc un champ tableau. Je vais faire un champ tableau avec du coup 3 colonnes et 2 lignes, par exemple, pour l'instant. Et je vais dire ici, ben là, à cette date-là, nombre de jours effectués, nombre de jours, j'ai fait tant de jours, et commentaire, par exemple. Hop, commentaire. Et là, je vais aller chercher. Alors, je peux évidemment, si je veux, je peux le centrer aussi. C'est peut-être plus intéressant que ce soit centré aussi ici. Le commentaire aussi, les textes, le titre ici. Et la date, je vais aller chercher sur la ligne. Donc, dans mon activité, je vais aller choisir la date de mon activité. Dans le nombre de jours, je vais aller choisir, du coup, le temps. Nombre de jours, je me suis trompé, c'est le temps en heures. Hein, c'est nombre d'heures. Nombre d'heures, pardon. Nombre d'heures. Et dans le commentaire, je vais chercher dans mon activité, du coup, la donnée, du coup, description. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je dise que les données sont dynamiques. Donc là, je lui dis que les données sont dynamiques. Et si je fais ça, hop, je sauvegarde. Je peux prévisualiser d'ailleurs. Si je regarde le contenu, donc là, j'ai vraiment un contenu qui va reprendre, en fait, finalement, toutes les activités que j'ai eues avec ce client-là. Et comme on l'a vu, hein, c'est ça, ce Smart Text-là, je peux très bien, du coup, créer une nouvelle colonne de type partage activité, qui va être de type permalien. Et là, si je transforme, en fait, du coup, mon compte rendu activité en permalien, ça me crée un lien. Et ce lien-là, je le partage au client. Et comme c'est un lien, il peut, au fur et à mesure que je travaille avec lui, il peut voir, du coup, l'activité qui augmente parce que le tableau va dynamiquement avoir de plus en plus de lignes en fonction du temps de travail que je réalise avec lui. C'est quelque chose qui peut être assez sympa. Après, une dernière chose, en fait, sur laquelle je voulais revenir par rapport au Smart Text. Donc, outre le caractère dynamique, on peut aussi, du coup, embedder ce Smart Text. On peut l'incorporer dans une Smart Page. Comme c'est un Smart Text, c'est logique qu'on puisse avoir ça dans un Smart Page dans TimeTonic. C'est logique et ça peut être assez sympa. Ça permet peut-être potentiellement de documenter l'outil. Par exemple, on peut imaginer faire une documentation complète dans le Smart Page. Et après, du coup, d'embedder ça dans TimeTonic. Alors, comment on peut faire? Là, si je prends le lien, je peux ajouter simplement une Smart Page. Donc, j'ai le lien vers la Smart Page. Et là, c'est test, par exemple, Smart Text dans Smart Page. Dans Smart Page. Et si je fais ça, là, du coup, j'ai une Smart Page qui va du coup contenir le contenu de ma Smart Text. Notamment, ça peut être la documentation, des bonnes pratiques dans l'entreprise, enfin voilà, tout un nombre de choses que je peux faire, que je peux rendre accessible aux collaborateurs que je veux. Voilà. Donc là, c'est quand même, c'est pas un panorama complet un peu de ce qu'on peut faire avec les Smart Text, mais c'est quand même assez puissant parce qu'on a vraiment ce contenu dynamique, ce contenu qui peut reprendre les données de la ligne et un éditeur complet. Donc, on peut faire de la documentation, on peut vraiment faire du contenu. C'est assez complet du coup avec ça. Et ça va beaucoup plus loin qu'un simple champ texte enrichi, quoi. Je sais pas d'autres choses. Enfin, j'ai pas prévu de rajouter d'autres choses. Je sais pas si. Non, c'est pas mal, franchement. Ouais, parce que là, on a un petit panorama. L'idée, c'est pas non plus d'en passer trop, d'en montrer trop, mais voilà. Je sais pas s'il y a des questions. Vous m'avez pas interrompu, donc du coup, je déduis qu'il y a peut-être pas de questions. Ou alors je vous ai pas entendu. J'ai parlé comme ça tout seul. Non, c'est très clair, franchement. Moi, en tout cas, ça me paraissait très clair. J'avais utilisé un peu, mais pas trop, donc j'ai pu voir un peu comment tu l'utilisais, c'est sympa. Ouais, j'ai plein d'autres idées pour les Smart Text aussi. J'ai d'autres idées. Alors, ce que j'aimerais bien, là, on ne peut pas encore, mais on pourra bientôt normalement avoir un lien dynamique par rapport au contenu de la ligne, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une colonne de type URL dont on affiche la valeur et ça permettrait finalement quelque part d'avoir une sorte de mini page web qu'on pourrait présenter finalement, qu'on pourrait partager. Donc là, ça peut être vraiment aussi très puissant, ces trucs-là. Voilà. Mais je ne pensais pas en fait, quand Smart Page, moi je pensais que c'était juste du texte enrichi avant de mettre les mains dedans. Et c'est vrai qu'en découvrant, je me suis dit c'est beaucoup plus que ça, quoi. Ça, c'est sympa. Ouais, c'est très fort parce que tu peux te faire des résumés, avec les liens, c'est tellement puissant que c'est simple à faire, quoi. C'est ça qui est fort, c'est en termes d'ergonomie pour créer.
je trouve ça bien fait parce que ça reste assez simple quand même. Ouais, non, ça reste assez simple, c'est vrai que tu peux faire des choses sympas. Vivement qu'on puisse mettre aussi des images. On peut pas encore mettre des images dedans, en tout cas, je crois pas. Mais là, Non, si on peut mettre des images ou des champs de type image aussi dedans, après, on pourrait construire vraiment des trucs complets, quoi. J'ai vu que les images, c'était en cours de dev, là. Ils vont le rajouter normalement. Ouais, non, mais Il y a pas mal de choses qu'ils n'ont pas encore fait, mais qu'ils ont déjà les idées, mais que, enfin, voilà, ils voulaient déjà sortir la fonctionnalité, voir un peu comment ça s'était accueilli, et puis faire des devs après en fonction. Mais il y a pas mal de possibilités, en fait, hein. Tu te rends compte que les ouvertures sont assez grandes comme ça. Surtout qu'on peut les partager, chose qui est bien, parce que on était limité dans les solutions de partage sans compte. En TimeTonic, enfin, il y a plusieurs solutions, mais celle-là en rajoute une qui peut être sympa et mise en forme. Donc c'est top. Ton exemple de compte rendu comme ça, c'est vrai que c'est vraiment top, quoi. C'est ce que dit aussi, effectivement, un Git Forever, ça permet. Voilà, moi, j'aime bien toujours avoir des choses structurées, très structurées, peut-être trop, on va dire, mais voilà, ça permet vraiment de structurer et puis après d'avoir quelque chose qui est assez sympa visuellement aussi quand même. Et avec tous les comptes rendus sont à un endroit, les retrouver, on les partage. Si on les modifie le client à la dernière version, c'est vrai que c'est assez pratique, quoi, clairement. Ouais, puis en effet, comme l'écrit Geek Forever, ça peut être donc je aussi... connais pas, Xavier dit que c'est un peu comme Canva dans Coda. J'avoue que je connais pas bien. Ouais, j'ai utilisé un peu. Enfin, Canva, tu peux mettre du texte et tu peux mettre des champs et tout ça, si je me souviens bien aussi. Donc ça ressemble un peu. Ouais, voilà pour les smart texts. Je sais pas si vous avez d'autres questions ou sinon peut-être que Martial va vous parler des TCD. Ouais, puis comme l'écrivait Geek Forever, effectivement, on peut s'en servir aussi comme un concat un peu plus évolué, quoi, du smart text éventuellement. C'est aussi un usage détourné, comme on aime bien, détourner un peu les usages. Notamment, j'aime bien quand tu les mets dans les valeurs par défaut parce que du coup, ça te permet d'avoir une sorte de template avec des choses qui vont être dynamiques par rapport dès que tu crées ta ligne finalement. C'est pas un champ automatique, mais c'est une sorte Et on peut même les utiliser aussi dans les champs automatiques d'ailleurs, hein, les smart texts. Ouais. On peut les envoyer en email aussi directement, les smart texts. Ouais, on peut aussi prendre le contenu, le mettre dans un email. Enfin voilà, c'est intégré avec le reste. Tout n'est pas encore complètement possible, mais il y a beaucoup de choses possibles déjà. Oui, parce que comme on le disait au début, c'est une fonction qui est assez récente, donc elle est déjà bien développée, mais il y a des choses qui sont en cours, qui vont arriver. Bah voilà, Jérôme a parlé des images notamment, les liens que Marco a évoqués. Donc, ça promet encore de beaux cas d'usage à explorer et puis à mettre en place. Mais c'est vrai que les liens, c'est génial parce que du coup, derrière, tu pourrais imaginer avoir une smart page pour un client avec des liens sur lequel il a un formulaire pour te faire tes demandes. Enfin, en gros, c'est une mini page web, hein. Enfin, un mini portail, entre guillemets, hein, qui serait très facilement faisable, quoi. Ça, c'est cool. Attention, là, tu vas contourner la gestion des droits. Ah non. Non, moi, c'est pas mon idée de contourner là, mais c'est vrai que c'est juste de pouvoir partager comme ça rapidement quelque chose en plus, ça peut être sympa, quoi. Ah bah, merci Edouard pour le. Ouais, c'est sûr, comme c'est une nouvelle fonctionnalité, en plus, c'est bien parce que comme il y a des fonctionnalités qui sortent, on peut les présenter, montrer un peu. C'est vrai que pour les gens pour découvrir les fonctionnalités, c'est vrai que ça peut être sympa aussi de voir comment on l'utilise. Ouais, puis c'est vrai qu'en fait, le nom Smart Text, tu te dis, bon, ça a l'air bien, mais c'est plus qu'un texte, en fait. Hein. C'est vraiment, on l'aurait appelé Dynamic Text, hein, pas. Enfin, c'est vrai qu'on va pas revenir sur le nom, mais au début, moi, je pensais pas que c'était aussi bien que ça, jusqu'à ce que je vois la newsletter, enfin le contenu, je me dis, ah tiens, c'est super, il faut que je teste ça. Et après, voilà, toujours pareil, hein, dès que tu testes, tu vois plein de trucs possibles. Et, en plus, ce qui est marrant, c'est que c'était dispo dans l'environnement de développement sur TimeTonic depuis que ce temps. Je l'avais vu, j'avais juste testé, marqué du texte comme un peu un Notion basique. Mais tu l'avais dit aussi, hein, c'est pareil, j'avais fait ça, puis je suis pas allé du tout aller plus loin, quoi. J'avais pas compris toute la portée du truc avec les tableaux, avec les. C'est vrai que c'est puissant. Ouais. Bon, bah voilà, s'il y a des questions qui vous viennent entre-temps, n'hésitez pas à les poser, on reviendra dessus sans souci. Si tu n'as rien à rajouter, Marco, je vais prendre la suite. Ouais, c'est bon, tu peux y aller, vas-y. Ouais, et puis... Je t'ai chauffé l'audience, ils sont prêts pour les tableaux croisés dynamiques. Voilà, parfait. Donc, il y a une fonction
du coup, qui est apparu très récemment dans Airtable, mais qui existe depuis de longues années, depuis de longues années dans TimeTonic, c'est les tableaux croisés dynamiques. Alors, en utilisateur d'Excel, c'est une fonction dans les bases de données qui son absence m'a quand même pas mal frustré. Donc, quand j'ai découvert TimeTonic, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool. Alors là, je vais vous présenter quelques cas d'usage. On ne va pas explorer toutes les possibilités, mais je vais vous montrer quelques cas d'usage assez rapides. Alors déjà, je vais partir d'une base de gestion de garage avec une table véhicule, une table technicien et puis une table de planning des interventions. Donc l'idée, ça va être de voir comment on peut présenter les données de manière un peu plus visuelle pour la partie opérationnelle. Donc sur les véhicules, je vais revenir juste sur un petit truc. Donc j'ai juste mis marque, modèle, immatriculation. Sur l'immatriculation, si je renseigne un nouveau véhicule, j'ai mis, donc Marco en a parlé dans une émission précédente, j'ai mis une regex pour pouvoir renseigner que des véhicules avec un format, avec le format qui va bien. Voilà, donc là, ça permet de verrouiller les données d'entrée pour les traiter ensuite. Hop, supprimer la ligne. Donc, si on veut faire un petit tour des véhicules, alors, on peut faire un tableau croisé dynamique tout simple. Dans mes véhicules, j'ai un coût mensuel. Donc là, par marque, j'ai mes marques possibles. Est-ce que le véhicule est dispo, non dispo par statut? Donc, le tableau croisé dynamique, c'est une vue. Je vais peut-être démarrer par le début. Donc, on le choisit, toc, là, en faisant vue tableau croisé dynamique. Et ensuite, on a le petit, là, configurer le tableau croisé dynamique, qui fait apparaître la fenêtre là, qui est assez explicite, puisqu'on détermine nos rangées, nos colonnes et les valeurs. De base, voilà, c'est ça, j'ai mes lignes, mes colonnes, et quelles valeurs je veux voir, et qu'est-ce que je veux voir à l'intérieur de mes valeurs, comment je veux les traiter. Donc voilà, on a les différentes possibilités, nombre, pourcentage, moyenne, éditable, on en parlera tout à l'heure. Donc là, celui-là, voilà, il est configuré de la manière très simple avec le statut du véhicule, la valeur location mensuelle en somme, et puis on voit qu'on a le total. Alors, chose que j'aime bien, c'est d'avoir le total en haut de tableau. J'avoue que sous Excel, j'étais un peu un maniaque de ça, de mettre les totaux en haut de tableau, ce qui évite, comme ça, quand on scrolle, on a toujours les totaux sous les yeux, plutôt que d'aller les chercher tout en bas. Donc là, c'est un petit truc qui m'a bien plu. Ensuite, alors là, c'est le même tableau, sauf qu'on a le détail. Donc, dans ma configuration, ce que j'ai rajouté, c'est de grouper par marque. Donc, on voit qu'on a le niveau de groupement en plus. Donc, tous les véhicules Ford avec le détail, tous les véhicules Fiat avec le détail, les véhicules Renault avec le détail. Et sinon, la construction est exactement la même que le tableau précédent, avec la somme. Donc là, on a déjà une vue synthétique un petit peu plus détaillée que celle d'avant. Ensuite, alors, là, on voit que dans mes véhicules, je leur ai affecté un statut. Donc là, j'ai recréé un tableau, hop, avec tout simplement, alors j'ai mis l'ID du véhicule, puisque mon ID, j'ai mis modèle, marque, et puis la plaque, par marque, par statut, et il est éditable. Ce qui veut dire que je peux changer mon statut directement dans le tableau croisé. Donc là, j'ai pris quoi? La Fiesta. Je peux la passer en non dispo. Et comme c'est une vue, forcément, on voit la répercussion. Je ne sais plus où elle est. Voilà. Là, elle est en non dispo.
Donc là, c'est un truc qui a vraiment... donc, elle était où? Hop, on va la remettre. Dispo. Donc le tableau croisé, ça peut permettre l'édition de données en présentant les données d'une manière autre que juste une vue tableur. Donc là, c'est quand même assez puissant en termes d'ergonomie, je trouve. D'ailleurs, on verra un autre petit usage tout à l'heure. Ensuite, dans ma table technicien, donc voilà, j'ai juste mes noms de mécanos. Est-ce que le salarié est actif? Est-ce qu'il a quelque chose au planning? Et mon nombre d'interventions. Donc là, tout simplement, quelles sont les interventions? Donc là, j'ai fait la somme du nombre d'interventions où j'aurais pu compter. Voilà, ça marche aussi comme ça sur mes techniciens. Voilà. Et je peux aussi, la fonction qui est pratique, pour voir un petit peu, si je veux voir mon mécanicien, lequel passe le plus de temps en intervention, je prends la somme du temps de travail que j'exprime en pourcentage. Voilà, donc dans le paramétrage. Voilà. Alors, sur le planning des interventions, il y a des choses intéressantes à montrer. Alors, le planning des interventions, donc je ligne par intervention une date à laquelle est affecté un véhicule, un technicien, une durée d'intervention et une petite description de l'intervention à réaliser. Donc là, j'ai fait un tableau en remettant les véhicules, les dates d'intervention, et puis j'ai mis en valeur la description de l'intervention. Ce qui permet d'avoir une vue, par exemple, on voit sur la Twingo, j'ai 2 interventions, une le 2 mai, une le 7 mai, nettoyage, vérification. Comme ça peut nous donner une vue dynamique de quelles sont les opérations à prévoir. Et puis, alors là, pour faire le lien avec ce qu'a dit Marco, sur les smart texts, là, j'ai pris un champ texte classique. Voilà, une seule ligne de texte, mais j'aurais très bien pu prendre un smart text et afficher beaucoup plus d'informations. Afficher le compte-rendu de l'intervention précédente. Et pour le coup, dans mon tableau croisé dynamique, là, je pourrais avoir mon compte-rendu que je peux compléter. Donc, nettoyage des vitres. Et là, on voit que sur la Twingo, le 2 mai, comme pour les statuts tout à l'heure, Twingo le 2 mai, voilà, ça a changé. Donc, ça nous permet, en le mettant en éditable, là, il n'a même pas mis, il n'y a même pas de mode de calcul, rien, mais ça le comprend en éditable. Mon champ est modifiable. Là, j'ai construit un récap des heures passées par salarié et par type de véhicule, par mécano. Et comme c'est de l'éditable, si je me rends compte que la valeur prévisionnelle, là, j'ai pas 3,5 heures, mais en réalité, j'ai 5 heures, c'est pas un problème, j'édite directement dans le tableau. Donc là, on est vraiment sur, je dirais, une fonction un petit peu plus... Enfin, c'est pas juste de la consolidation de données. On est aussi dans une partie visuelle pour exploiter les données, pour les traiter. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il n'y a rien de particulier par rapport à ce que j'ai fait. Donc là, j'ai groupé avec une donnée qui fait partie de la table intervention. Voilà. Et puis, ce qu'on peut faire aussi pour forcer, si je passe en mode formulaire, donc là, quand je clique sur une cellule, au lieu de pouvoir la modifier directement, j'ouvre la fiche de l'intervention associée. Donc là, pour un tableau de gestion de planning, c'est intéressant parce que du coup, 2 heures, en 2 heures, qu'est-ce qu'il fait? Hop, et je peux avoir le détail. Bon, la fiche là n'est pas forcément parlante,
mais je pourrais avoir le détail des opérations réalisées. Et depuis la fiche, je peux modifier aussi toutes les informations. Si je veux changer le technicien, hop, je change de technicien. Alors, je ne sais plus comment j'ai mis mon champ. Ouais, là, j'ai laissé un champ multiple, donc ils peuvent intervenir à 2. Voilà. En traitant les semaines, une autre vue qui est intéressante, c'est une vue dynamique dans le temps. Donc là, j'ai des champs dans mon planning d'intervention. Hop, j'ai fait un champ année-semaine. Ouais, c'est pareil, c'est une petite maniaquerie de mettre toujours l'année au début, comme ça, quand on trie des données, on a toutes les données de la même année qui sont dans l'ordre chronologique, plutôt que d'avoir semaine 13 2023, semaine 13 2024, etc. Et donc là, par semaine, on voit bien qu'au total, la semaine 13, on a 7 heures à travailler, la semaine 15, 4 heures, etc. Et pareil, là, j'ai forcé le mode fiche. Non, je sais plus. Non. Donc voilà. Alors, une petite fonction qui est très sympa, c'est la fonction de navigation. Là, qu'on configure en filtré avec depuis une vue. Donc, filtrer avec, là, ça me sort les... Donc là, on est bien, je suis dans la table intervention, une planning des interventions. Et comme j'ai un lien avec la table des véhicules et la table des techniciens, je peux filtrer par véhicule. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous rajoute une barre de filtre de sélection en haut qui permet de dire, hop, je choisis mon véhicule et pour le coup, je filtre uniquement le véhicule qui m'intéresse. Et là, on a une navigation qui permet de voir, voilà, pour la Clio, j'ai l'intervention qui est prévue, qui est terminée pour le coup. Voilà. Et comme ça, on voit vraiment, on navigue tout simplement entre les interventions, entre les véhicules pour voir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Voilà, pour faire un petit tour assez rapide des fonctions. Je vais laisser du temps à Jérôme parce que il nous a dit qu'il avait prévu d'être bavard et pour qu'on déborde pas trop. J'ai prévu de dire un peu de bêtises sous mail qui est sur Time Tonic, donc il faut prendre du temps. Ouais. Après, donc voilà, pour les tableaux croisés dynamiques, j'ai montré les fonctions principales basiques, mais qui, quand on passe du tableur à la base de données, c'est des choses, je trouve, qui manquent. Et là, on va encore plus loin puisqu'on peut éditer les valeurs, on peut ouvrir des fiches. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter en termes d'ergonomie pour l'utilisateur. Autant souvent on dit que Time Tonic, il y a des choses qui sont pas très visuelles, que c'est dur de faire des vraies interfaces, mais là, le tableau croisé dynamique, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut faire office d'interface, vraiment. Au-delà de juste la partie je synthétise des données. Oui, c'est sûr, c'est le genre de choses qu'on voit pas sur d'autres. Enfin, j'ai vu sur aucun autre outil du même genre. C'est vraiment un truc de différenciation qui peut faire le choix aussi suivant le projet. Peut-être, tu vois, est-ce que les gens ont l'habitude de travailler avec un TCD et tout ça, et qu'ils ont, tu vois, ils ont certaines habitudes Excel, pour des boîtes un peu standard, c'est vrai que ça peut aider aussi enfin, on va dire, pour démocratiser, on va dire, un outil chez un client. Et puis oui, juste ce que j'ai pas montré, là, entre les deux champs groupés par et groupés par N+1, la différence, c'est qu'on peut faire un regroupement sur un champ d'une table liée. Voilà, au lieu de regrouper par un champ qui existe dans la table, là on est dans la table planning, là on peut regrouper, hop, voilà, dès que le champ là est vide, on peut choisir, et là pour le coup, je peux regrouper par les champs qui sont dans les mécanos. Voilà.
Top, Ouais, top, top. c'est tout bon pour moi. De la même manière, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre, à les poser dans le chat. On y reviendra après le passage de Jérôme sur Make. Alors, ça va être à mon tour. Si tu peux mettre, ouais, nickel, mon écran. Je pense que c'est bon, vous voyez bien. Alors, moi, le but, ça va être de vous présenter déjà dans un premier temps comment on utilise l'API de TimeTonic avec Make. Juste pour montrer un ou deux exemples et voir comment on la met en place pour aider les gens s'ils veulent utiliser un peu, voir un peu comment je m'en sers moi. Après, il y a peut-être d'autres utilisations, mais enfin, je vais vous montrer quelques exemples. Donc déjà, dans un premier temps, il va falloir aller chercher la clé API. Donc, je l'avais déjà montré dans un autre, mais je vais leur montrer en vitesse que c'est des clés API là, que j'ai fait pour un compte qui n'est pas, il n'y a rien de confidentiel et il n'y a rien de comment, on va dire, c'est des clés que je vais supprimer en plus après. Donc on a juste qu'à aller, je vais peut-être remontrer dans les petites icônes là, paramètres, et là, on peut ajouter des clés API. En fonction, on peut gérer ce qu'elle a, les droits d'accès sur cette clé API, qu'est-ce qu'elle peut faire. On peut lui donner un nom et puis il faut le mot de passe, bien sûr, pour la générer. Donc, comme ça, on a cette clé API. Chose importante, c'est ce qu'on nomme, enfin, dans les docs et tout ça, le TimeTonic, c'est ce que le CSCAVE, c'est la clé API, en fait, et c'est ce qu'on retrouve là. Donc, hop, je vais quitter ça et je vais vous montrer un peu les différentes docs aussi. C'est vrai que je pense que c'est important, vu qu'on va parler d'API, qu'il y a des docs. Donc, déjà, il y a la doc, sur le site TimeTonic, au niveau des développeurs qui explique un peu, qui présente un peu l'API, puis qui va présenter un peu les spécificités, où qu'on va chercher les champs, qu'on va chercher les infos, des exemples il y a des exemples complets de création, d'update, etc. Il parle des webhooks, il parle de tout ça. Donc, c'est déjà une première doc assez sympa à lire la première fois parce que, on va dire, c'est expliqué simplement. Et ça va vous donner des pistes pour comment l'utiliser. On a aussi, qui est en lien dans la doc précédente, la doc API complète, où là, vous allez avoir tous les différents endpoints de l'API. Donc avec si champ est optionnel, si champ est obligatoire, la façon un peu de le traiter, des exemples de réponses. Vous pouvez même tester directement. On a les différents champs, vous rentrez vos champs et vous pouvez envoyer directement pour tester au niveau de l'API, pour voir un peu est-ce que vous arrivez déjà à le faire comme ça, et après vous pouvez utiliser Make, par exemple, pour faire ces tests, ou avec Postman, c'est pareil, quoi. Donc là, il y a la doc API. Bon, ça, il y a aussi une autre doc, mais c'est l'ancienne doc, je pense. J'ai vu qu'il y avait les deux. Mais on va dire c'est celle-là que je me sers le plus maintenant. Donc, je vais mettre sur le chat, j'ai créé un petit formulaire. Si vous êtes intéressé pour que je vous envoie un peu les différentes liens de doc, les différents blueprints et les différents liens, etc. Sur faut que je vous envoie ça par mail, comme ça, vous pourrez remplir ce petit formulaire et je vous enverrai les différents liens, différents fichiers, etc. Comme ça pourra vous aider aussi dans la mise en place par la suite. Alors, on va en venir à Make Doc. Donc là, j'ai créé ma clé API, donc je vais vous montrer un peu un scénario. Donc, il y a deux façons de voir dans Make d'utiliser l'API TimeTonic. Donc, une première solution, c'est d'utiliser le call HTTP. C'est juste un call, on va dire un appel API pour aller chercher de la donnée sur TimeTonic. Donc, on peut l'utiliser de cette façon, ou il y a la custom app. Donc, je vais parler déjà de la première façon, le call HTTP. Alors, le call HTTP, il est en natif sous TimeTonic. Et en fait, vous pouvez faire, ça peut servir pour plein de choses. Hein. Il existe juste en faisant... ils ont changé le design, je n'avais pas encore vu. Voilà, il y a le module HTTP qui permet de faire ça. Donc, le module HTTP,
comment on s'en sert? Donc, il y a l'URL à mettre, c'est l'URL de l'API TimeTonic. Donc, on le trouve dans la doc, ça. On a la méthode post pour envoyer de la data et puis get pour aller en chercher. Donc là, je vais faire un post. On a différentes informations qu'on retrouve dans la doc au niveau. Là, je vais faire un update de table. Donc, on a les différentes infos des différents champs qu'il faut, qui sont obligatoires ou optionnels. Donc, on les retrouve là. Donc là, j'ai la version de l'API. J'ai ces deux variables-là qui sont en gros les variables utilisateurs. Alors, je vais vous montrer comment on va les chercher. Dans la doc, c'est expliqué, mais on peut aussi aller chercher votre nom, votre ID utilisateur, vous le trouvez là. Donc là, c'est pas le même, moi, dans mon exemple, parce que j'utilise un autre compte, parce que là, c'est un compte gratuit, en fait, et l'autre, c'est un compte payant, et on va dire, là, j'ai accès à l'API. Donc, j'ai mes variables utilisateurs, j'ai mon CSK, c'est ce qu'on a généré avant, c'est la clé API. J'ai le champ requête qui est le type de requête. En fait, c'est pas dans l'endpoint, c'est pas par l'URL qu'on va définir le type de requête qu'on fait, c'est avec ce champ-là. Et en fait, bon, c'est bien expliqué dans la doc, on utilise le champ pour le faire. Après, on a row ID. Là, j'ai mis TMP, c'est ce qui est dans la doc, c'est quand on veut créer une ligne, eh ben, il faut mettre un row ID temporaire, en fait. Et on a les feed values, c'est les champs qu'on veut créer. Donc là, j'ai créé ma requête complète en HTTP. Donc là, c'est un peu plus fastidieux, mais c'est faisable et on a accès à toutes les fonctionnalités de l'API avec Make. Donc là, ce que je n'ai pas précisé, field value, c'est tous les fields, c'est-à-dire tous les colonnes et le champ qu'on veut mettre dedans. Donc l'ID de la colonne, je vais montrer quand même parce que ça sert bien. On va les retrouver dans là, les trois petits points et organiser les colonnes. Vous allez avoir les ID de colonnes. Donc, c'est ces champs-là, c'est ces valeurs-là qu'il faudra mettre pour aller écrire dans une valeur. Si je veux écrire dans ID, je vais prendre le champ 585 338. On peut le copier directement et ouais, le mettre ici. Cette vue, organiser les colonnes, elle est vraiment, elle est vraiment très pratique quand on cherche des infos. Elle sert souvent pour beaucoup de choses. Ouais. On peut modifier en plus des choses à partir de là, etc. Donc, c'est vrai qu'elle sert souvent. Et là, j'ai mis la date du jour, parce qu'il y a un format à respecter au niveau de la date. C'était plus simple. Et là, le statut à faire. Donc, si j'envoie ça, normalement, ça devrait marcher. Je reçois un code 200 disant que c'est validé en réception. Et là, je vais avoir différentes infos au niveau de la ligne que j'ai créée. On va retrouver le row ID, qui est le record ID, comme on pourrait voir sur Airtable ou autre, qui est le numéro de ligne. Et je vais aller voir sur mon tableau. Normalement, ça a dû le créer. Si je vais dans l'intervention, voilà, il m'a créé. Je n'ai pas mis client, je n'ai pas mis de contact, j'ai juste mis la date du jour et à faire. Et ça m'a créé l'enregistrement. Donc voilà une possibilité pour aller chercher de la donnée ou en envoyer avec Make, avec le call HTTP. Il y a une deuxième possibilité qui n'est pas encore, on va dire, c'est pas une intégration de TimeTonic pour l'instant, c'est quelqu'un de la communauté des TimeToniciens, c'est Michael Jacques qui a créé la Custom App sur Make. Donc vous n'y avez pas accès en standard. Dans ceux qui rempliront le formulaire, je leur enverrai, il y a le lien pour la demander à Make. Et en fait, en gros, après, vous avez accès à cette bubule-là, TimeTonic, une officielle. Et en fait, c'est à partir de là que vous aurez l'intégration, on va dire, de TimeTonic dans Make. Alors, il n'y a pas tout qui est possible encore. Il y a certaines choses qui marchent bien, d'autres, il y a des petits bugs, j'en montrerai un après. Au niveau des dates, encore, je crois que ça ne fonctionne pas. Mais ça va s'enrichir et Michael, il m'en a parlé, il m'a dit qu'il allait faire évoluer les custom apps. Donc, là, je vais refaire exactement la même chose, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple avec la custom app. Je vais créer une nouvelle ligne, je vais mettre create a new row. Là,
je vais ajouter mon système d'authentification. Il n'y a qu'une seule fois à faire. Après, vous pouvez le réutiliser autant que vous voulez. Donc là, vous mettez votre API key, qui est le numéro qu'on a généré tout à l'heure. Et là, c'est vos champs user. En fait, moi, c'est Gibelin et là, c'est Gibelin que je vais remplir. Et ça va me créer un nouveau, un nouveau système de connexion. Et après, le gros avantage de ça, c'est que vous allez avoir tout qui va se charger, parce qu'avec les systèmes d'API de Make, il va aller chercher toutes les tables. Et par exemple, là, je vais faire, hop, je crois que j'ai appelé Demo Xtime. Donc, je vais avoir accès à mon carnet et ensuite à ma table. Je veux créer une intervention, donc je vais faire intervention. Et là, je vais avoir tous les records qui se chargent. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple à saisir, à voir, etc. Donc là, j'ai tous différents champs de la table que j'ai mise. Et là, par exemple, je vais faire un truc très simple. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Il n'y a pas un champ texte. Détail de l'intervention. Tiens, je vais mettre test. Je fais OK. Hop. Et là, je mets en route ma petite bulle pour que ça la charge. Et puis là, bon, j'ai bien le statut OK, donc c'est que c'est bon. Donc si je vais voir dans ma table, je dois avoir une nouvelle ligne. Et voilà, il y a une nouvelle ligne avec marqué test normalement dans détail intervention. Voilà. Donc voilà un peu les deux solutions, on va dire, dans le Make pour récupérer ou pour ajouter de la donnée. Donc on a les deux possibilités. Les endpoints qui sont possibles avec la Custom App, c'est de créer une nouvelle ligne, de mettre à jour une ligne, d'ajouter un fichier. Il y a toutes les fonctions aussi de table, d'aller récupérer toutes les données d'une table, et puis, ou de récupérer qu'un seul élément. Les deux sont possibles. Donc, je vais vous montrer un cas un peu plus contextuel, on va dire, par rapport à un besoin. C'est un besoin que j'ai eu, mais que c'était de manière un peu plus compliquée que ça. Ouais, peut-être juste. Ouais, excuse Jérôme, peut-être juste là, pendant que tu es en transition entre deux démos, on va en profiter pour saluer Marco, il n'est pas comme nous, il a un métier, donc il va devoir y aller. Non, je suis désolé, j'ai des étudiants à torturer à 14h, là, et du coup, je dois y aller. C'est vrai que tu aurais pu leur faire les démos en Time Tonic, là, tu les aurais mais non, ça sera Python, là, du coup, je pense qu'ils auraient préféré Time Tonic, à mon avis. Allez, à plus. Bon, amuse-toi bien, amuse-les bien. Merci, salut. Salut. Ouais, excuse-moi Jérôme pour la petite interruption. Non, fallait la faire. C'est vrai, j'ai attaqué la seconde partie. Donc, l'exemple que j'ai pris là, c'est une délimitation qu'on ne peut pas faire dans Time Tonic avec les automatisations, c'est de créer une boucle. En fait, là, je voudrais créer des générations de tournées, j'ai appelé ça, mais c'est des générations d'interventions cycliques. Par exemple, je voudrais créer un système à partir d'une date, ça me génère toutes les semaines cette intervention-là. Donc, j'ai créé une table qui va me permettre la génération, c'est-à-dire qui porte un ID, une date de début, à partir de quelle date je veux que ça le génère, un client, un contact, une personne assignée et le nombre de semaines que je veux que je génère. Par exemple, j'ai une intervention tous les lundis, on pourrait même mettre une heure, tous les lundis à 8 heures chez le client. Eh ben, je veux que pendant 4 semaines, ça me génère directement toutes les interventions. Ça pourrait être sur un an, ça pourrait être sur plus. Eh ben, il va me générer comme ça toutes les semaines ces interventions-là. Donc, pour se connecter à Make, moi, pour automatiser, je veux envoyer un webhook à Make, c'est-à-dire c'est un message pour dire que ça se fasse de manière instantanée. Et ce petit message, en fait, je vais le créer à partir des boutons. Alors, ce bouton-là, c'est une formule. Cette formule, j'ai fait un concat URL avec le lien du webhook Make. Alors, pour le lien du webhook, pour vous montrer un peu, là, je crée un webhook Make. Il va me donner une URL sur lequel envoyer le webhook. Là, je le copie et je vais le mettre, hop, ça doit être là, et je mets ce lien-là directement dans le concat URL.
Alors, il faut bien utiliser concat.url pour si jamais c'est des accents ou autres. Et à la fin de ce champ, de cette URL, j'ai mis point d'interrogation ID égal. Pourquoi? C'est juste pour passer le numéro d'ID directement dans le champ, enfin dans le webhook pour qu'on puisse savoir quelle ligne le bouton a déclenché quelle ligne. Donc, il n'y a pas encore de possibilité sur TimeTonic d'avoir le raw ID, c'est pour ça que je fais ça. C'est des choses qui vont venir avec les automes, etc. C'est en cours de développement, d'après ce que je sais, mais je ne sais pas quand ça va arriver. Donc, pour l'instant, j'utilise ce petit stratagème pour me créer un webhook. Donc, je fais pourcentage ID égal et puis je mets mon numéro d'ID. Donc, il faut que votre ID, là j'ai mis ID, mais ça peut, c'est parce que j'ai nommé mon champ ID, mais si ça sera un autre champ, on prendra un autre nom de champ. J'ai mis ID, mais il faut qu'il soit unique, bien sûr, si vous voulez rechercher pour être sûr que ce soit le bon numéro. Donc là, j'ai mis un nom de client plus un autonumber, comme ça, on est sûr que ce soit un champ unique. Et donc, là, si la base est déjà peuplée de données, vous pouvez faire, il y a une possibilité dans TimeTonic pour faire une recherche de doublons, déjà pour vérifier que ça va bien, éventuellement changer votre clé avant de mettre en place, changer votre ID avant de tout mettre en place. Donc là, dans les 3 petits points, je me suis servi pour un client récemment, c'est vrai que c'est pas mal. Là. Vous avez là détecté les doublons. Et là, j'ai pas de checkbox pour ajouter une checkbox. Et après, on va choisir qui coche dans la checkbox en fait tous les champs qui sont en doublon dans votre base. Comme ça, vous pouvez faire du traitement après pour retirer tous les doublons. Et après, on peut mettre aussi qu'un champ, si c'est un champ de saisie par exemple, qui soit unique et que TimeTonic vous remonte qu'il y a une erreur s'il n'est pas unique. Il y a les deux façons de faire pour être sûr. Mais souvent, le plus simple, moi je fais ça sur toutes mes bases, c'est un champ, un autonumber plus, c'est un champ formule en fait, avec un autonumber et des données pour contextualiser le champ. Comme ça, comme toutes mes relations sont faites là-dessus, au moins je sais de quoi, j'ai le contexte au moins de l'enregistrement. Donc là, j'ai créé ce bouton. Alors, dans Options, on peut faire transformer en bouton la formule et je lui donne un nom et que ce soit un bouton d'action, c'est-à-dire c'est un bouton qui va directement se cocher, se décocher directement pour envoyer l'information à Make. Donc là, si je me mets sur mon petit scénario pour vous montrer, je vais faire un run juste du webhook et je vais cliquer dessus. Et là, hop, je reçois mon webhook. Donc là, je reçois mon ID qui est 1- le nom du client. Alors, pour après mon déroulé de scénario, j'ai besoin au début d'aller chercher le record dans la base. Donc, ce que j'ai fait en fait, bon là, je voulais être sûr qu'il y a bien un ID pour faire la suite. Ensuite, j'ai créé un JSON pour créer un filtre en fait. Pourquoi ça? Parce que c'était pour vous expliquer plus simplement. J'ai créé JSON, mais on pourra le mettre directement en texte dans la bulle Make. En fait, j'ai créé un raw filter. Ça, c'est expliqué dans la doc. Il y a obtenir les données filtrées et qui vous explique un peu comment ça se construit, etc. Mais c'est assez puissant parce qu'en fait, on va pouvoir faire des filtres avec des et, des ou, etc. pour filtrer votre base de données suivant ce que vous voulez. Donc, là, j'ai fait, and, mais bon, il n'y a pas d'autres filtres, mais il pourrait y avoir plusieurs filtres. Je lui ai mis un nom. J'ai mis is, ce qui veut dire c'est la valeur exacte. J'ai pris la valeur exacte, c'est l'ID que je vais comparer. Et le field ID, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le champ qu'on va rechercher. Donc, comme ça, je vais faire un field sous ma colonne ID, en fait, avec le numéro d'ID. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y en aura qu'un. Et ensuite, j'utilise getNamedTabValue qui va rechercher en fait toutes les données d'une table. Donc là, dans démo, itstime et génération de tournée. Et en fait, j'ai mis mon filtre dans filter raw ID, ce qui m'a permis de filtrer juste sur une seule valeur. Donc, je vais déjà faire ça. Toc. Si je me mets en route ça. Tiens, Jérôme, une petite remarque de Guylaine. Tu te compliques avec le JSON, tu aurais pu directement
utiliser un filtre entre les deux modules. Je pense que tu... Ouais. Mais Et pourquoi tu as fait comme ça? Ouais, c'est parce pas que juste pour la démo. non, je fais comme ça déjà parce que si tu filtres que la donnée, tu reçois en fait, tu vas recevoir, c'est un tableau, c'est un array que tu vas recevoir. Donc, le filtre te servira, enfin, en gros, si je te montre tab value, tu vas recevoir des rows en fait. Tu vas pas recevoir des bundles. Donc déjà, il faudrait faire un itérator et puis après filtrer suivant les valeurs. Donc c'est un peu dommage, ça fait des actions en plus. En plus, l'avantage de faire cette façon-là, c'est que cette façon-là, tu peux le faire avec tout. Si tu veux aller chercher plusieurs enregistrements, mais filtrer suivant une valeur, eh ben, tu vas faire tes conditions avec le JSON directement. Moi, je m'en sers assez souvent parce que tu peux avoir des trucs un peu dynamiques et franchement, ça va aussi bien que les filtres Make en fait. Après, une fois que tu as pris l'habitude, tu as ta structure, tu utilises tout le temps pareil. Mais c'est dû à ce que c'est par rapport à d'autres systèmes. Là, c'est pas des bundles en sortie, c'est un tableau. Donc aussi, le traitement est plus simple de faire comme ça. Donc là, en fait, l'API TimeTonic renvoie beaucoup de choses, hein, pour être franc. C'est vraiment top pour certains trucs. Il va nous renvoyer les différents champs qui sont dans la table, leur format, leur ID. On va avoir beaucoup de choses, mais souvent, ce qui va nous intéresser, c'est dans Row. Et là, tu vas voir tes différentes lignes de ta table. Donc, si j'aurais pas mis de filtre, il va me renvoyer toutes les lignes de ma table. Si il y a un filtre, il va m'envoyer vraiment ce que j'ai filtré, quoi. Et là, on a le row ID qui apparaît ensuite, et après tous les champs de notre table. Donc, il y a l'ID par lequel j'ai filtré, mais aussi le client, toutes les relations. Donc, on a un array avec un tableau avec les différentes valeurs qui sont reliées. Mais on a un champ texte aussi qui fait un concat direct. Et on va avoir toutes les infos comme ça au niveau de l'API. Donc là, si je relis ça, en fait, moi ensuite, j'ai mon record de génération de tournée. Et le but, ça va être de créer des interventions de manière dynamique. Alors là, j'ai juste mis un petit répéteur dans Make qui va juste faire X fois la même boucle. Et en fait, là, j'ai pris mon nombre de semaines. Par exemple, si je veux le faire pendant 4 semaines, je vais répéter 4 fois la création d'intervention. Là, j'ai fait un call HTTP pour la création des interventions parce qu'avec la custom app, il y a un petit défaut au niveau des dates et j'arrivais pas à rajouter les dates en fait. Faut que je vois ça avec Michael, mais il y a un petit souci là-dessus. Il faut que je revoie avec lui pour régler ce souci-là avec les dates. Donc, je l'ai fait en call HTTP, mais ça revient un peu au même. Et j'ai envoyé en fait ma date. Enfin, je vous épargne un peu les formules, mais j'ai fait des formules pour que ça ajoute 7 jours parce qu'on voulait que ce soit, par exemple, tous les 7 jours, donc toutes les semaines, ça me recrée l'intervention. Et en fait, il met à faire et puis il met le client et contact qui était en lien. Donc, si je mets en route cet automne, pour vous montrer, toc, donc je fais générer. Je fais mon petit bouton pour générer. On pourrait imaginer aussi que le bouton générer, ça permette aussi d'autres choses et que ça bloque la ligne, par exemple, en édition. On pourrait imaginer beaucoup de choses. Là, j'ai fait très simple pour le cas là. Donc là, il m'a fait toute mon petite automatisation. Il a répété 4 fois en fait. C'était 4 semaines, donc il m'a répété 4 fois. Il m'a créé 4 fois l'intervention. Et là, si on va dans les interventions, il m'a créé les 4 interventions avec le client, le contact, les dates qui ont changé, donc toutes les semaines, le statut et l'email. Enfin, l'email, c'était un champ lié, c'est juste le statut. Enfin, voilà, pour vous montrer un peu comment on peut s'en servir. Là, c'est un exemple très simple. Pour un client, ce que j'avais fait, c'est qu'on peut faire des systèmes de génération de tournées qui prend en compte les jours, si c'est lundi, mardi ou mercredi, si toute la tournée du jour, il y a plusieurs interventions qui sont liées à ça. Suivant les chauffeurs, on peut assigner des chauffeurs différents. Enfin, on peut aller très très loin dans le traitement avec Make, ce qui ne serait pas possible avec les automatisations dans TimeTonic. Donc là, ça offre beaucoup
de possibilités d'automatisation, mais aussi d'automatisation avec des outils extérieurs, bien sûr. Make, pas mal d'outils connectés, permet des traitements un peu plus spécifiques. Donc, j'ai eu un cas client, par exemple, c'était avec Document, qui fait de la génération de doc. En fait, pour vous expliquer un peu, j'avais un cas client où c'était la génération de doc sur Word ne suffit pas parce qu'il y avait du traitement un peu spécifique à faire et de la mise en page spécifique. Et en fait, j'ai utilisé un scénario avec Make pour aller rechercher, en fait, c'est toutes ces données de facturation et qui les trie par, si vous voulez, ses clients, il avait des tournées par site. Et il voulait que ça soit dans ses facturations, ça soit séparé par site, après par type de prestation, et après ensuite chaque intervention détaillée. Ça, c'était pas possible avec les docs en standard. Donc j'ai créé un scénario qui va aller me rechercher bien toutes les datas dans les interventions et qui va me créer dans Document le PDF et qui va aller le remettre dans TimeTonic. Et l'avantage de Document, pourquoi j'utilise Document, ça pourrait être valable pour d'autres, c'est qu'il accepte JSON. Donc, je lui envoie des JSON de données et après, on fait le traitement dans Document avec des itérations, des boucles, des conditions, etc. pour un peu filtrer la donnée et faire apparaître suivant comment on veut avec l'affichage qu'on veut. Donc, c'est quelques cas d'exemples, mais on peut avoir beaucoup d'autres exemples avec Make et des connexions avec d'autres systèmes. Je ne sais pas s'il y a des questions en particulier sur Make ou sous TimeTonic ou sous l'API. Je ne sais pas si ça a été clair, parce que c'était pas simple, surtout que j'ai pas eu beaucoup de temps de préparer, donc je ne sais pas si ça a été clair pour vous, mais n'hésitez pas s'il y avait des questions, et s'il y a le formulaire, sous le formulaire, il y a un petit champ, s'il y a des questions, on va dire un peu plus spécifiques, où il y a le Slack des TimeToniciens, n'hésitez pas à poser vos questions, ça me fera un plaisir d'y répondre. Non, j'ai pas vu pas de questions. Il y a juste une remarque sur la difficulté de l'ajout des paramètres dans les URL qui changent aussi de format quand on rouvre la formule. De quoi? J'ai pas compris. Enfin, j'ai pas entendu. Bien. Attends, hop là. Question. Attends, je vais l'afficher comme ça. Hop là. Là, enfin, c'est plus une remarque. Donc, l'ajout de paramètres encore dans les URL qui change aussi de format quand on rouvre la formule. Alors, attends, j'essaie de comprendre l'ajout de paramètres dans les URL, ouais. Pourquoi qui change de format? Ah oui, parce qu'il y a le traitement au niveau des formules. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sans les formules, ça va évoluer. Ils sont en plein développement dessus. Il va y avoir quelque chose logiquement de beaucoup mieux. Alors, je pense. C'est vrai qu'on est impatient de voir le nouvel éditeur de formules. Tu m'étonnes. C'est vrai que c'est un des trucs que j'utilise le plus sur d'autres outils et c'est vrai que là, ça m'aiderait bien à des moments pour certains traitements. Petit message subliminal aux équipes. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Non. Alors, je pense qu'elle dit, c'est parce qu'il y a les constantes qui se rajoutent. Tu dis que tu rajoutes des espaces, machin. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est vrai que les champs formules sont pas simples et tu peux pas faire imbriquer des formules. Donc, des fois, c'est limitant. Mais là, pour le champ, pour faire un webhook, c'est assez simple. Il suffit de mettre le champ du webhook dans un concat URL, mettre virgule et puis le champ que tu auras choisi, l'ID, et puis voilà quoi. Ça marche assez bien. C'est vrai que dans d'autres cas, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que quand tu commences à avoir beaucoup de paramètres sur un concat, ça peut vite être assez illisible. Ouais. Puis les modifications aussi, des fois c'est pas si simple, mais ouais. On a du mal à retracer pourquoi la formule ne marche plus. C'est ça. Enfin voilà, après, il y a une petite subtilité aussi, j'ai oublié d'en parler. Si vous voulez recevoir des webbooks directement à chaque modification, j'allais te demander ça. Et en fait, vous mettez votre webbook Make directement là, et puis vous rajoutez ce qu'ils ont mis par exemple. Comme ça, ils rajoutent leur ID
et la table ID comme ça directement. Et en fait, vous allez recevoir chaque modif. Après, la limitation de ça, pour être franc, c'est que à chaque modif, la moindre modif, on reçoit un webhook. Donc en coût de traitement dans Make, ça peut être assez gourmand. Donc c'est pour ça que j'utilise un peu des déclencheurs par bouton qui m'ont suffi pour mes cas. Alors j'ai trouvé une petite astuce pour le faire avec les automes, mais ça sera bientôt possible en réel. Il y a TimeTonic qui doit développer pour les automatisations qu'on puisse envoyer un webhook directement et qu'on puisse envoyer le roi ID par exemple, j'imagine. J'ai fait un petit moyen de contournement pour l'automatiser, moi. C'est qu'en fait, j'ai créé, par exemple, j'ai mis quand le statut est à générer, je prends mon champ d'envoi de webhook et je le copie dans un champ pour vous montrer. Hop, dans un champ pièce jointe. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que TimeTonic, il va essayer de lire, il pense recevoir un fichier, il va essayer de le lire, ce qui va déclencher le webhook. En fait, c'est une petite astuce que j'ai trouvée pour me servir des automes et pour envoyer des webhooks automatiques, quoi. Mais après, c'est pas très propre, je conseille pas trop de le faire. Je sais pas si c'est top à faire, mais en tout cas, moi, me suis servi juste pour faire des tests. Et pour les clients, je fais à chaque fois des boutons parce que souvent, les automes que je veux faire, c'est les automes déclenchés par les users. En fait. Enfin, voilà pour la petite astuce. Ouais, après, sinon, effectivement, c'est de remettre, alors, je ne sais pas si on peut le faire de manière manuelle, mais de bloquer la ligne en modification, quoi. Une fois que tu as atteint un certain statut, bah, toc, tu la bloques en modification et ça t'envoie plus les webhooks sur les lignes en question. Ouais, après, tu peux jouer avec un statut et puis que la ligne passe en lecture seule, par exemple, ou que certains champs passent en lecture seule, donc tu peux plus renvoyer de webhook que le bouton, tu vois, que tu le désactives, des trucs comme ça. Ça peut servir. Et puis, du coup, tu as essayé l'envoi de mail au Mailhook? Non, je n'ai pas essayé, je n'utilise plus parce que les Mailhook, quand j'ai commencé le no-code, je me servais un peu de ça au début et j'ai eu quelques surprises donc de non-déclenchement, de mails qui n'arrivaient pas ou de trucs comme ça. Donc je ne le conseille pas, mais après, ça peut être utilisé. Hein, ça pourrait fonctionner. Ouais, c'est pareil, les Mailhook, j'ai arrêté aussi. Ouais, c'est un peu plus aléatoire le mail, c'est moins fiable, je pense. J'ai eu des cas où effectivement j'attendais c'est un mail qui devait redéclencher des automes, mais quand tu es en live et puis que ça prend un certain temps, que le mail il met 10 minutes à arriver et puis tu es devant les étudiants, bon, du coup, mais ça marche pas, monsieur. Après, c'est souvent la première étape quand on découvre qu'on utilise parce qu'on se dit que c'est plus simple d'utiliser un mail pour déclencher quelque chose. Mais après, une fois qu'on comprend un peu le JSON et comment envoyer en paramètres des informations et tout ça par les webhooks, après, une fois qu'on a compris ça, franchement, ça devient même beaucoup plus simple d'utiliser les webhooks que les mailhooks, pour être franc. Ouais. On est d'accord. Du coup, on a fait le tour des sujets du jour. Donc, comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, soit sur le Slack de NoCode France, soit sur le Slack des Timetoniciens pour ceux qui y sont. Et puis voilà. Donc prochaine session, si je ne me trompe pas, c'est le jeudi 2 mai, qui est donc le premier jeudi du mois de mai. Et puis là, on va changer un petit peu de format avec plutôt en mode interview avec un invité. Voilà, donc il faut qu'on... Je sais pas si on fait un peu de teasing ou pas, mais il faut qu'on valide, qu'on recale un peu, qu'on valide que les agendas sont bien calés, etc. Mais voilà, normalement, donc on change un peu de format, ce qui n'exclut pas de revenir sur des sujets. Enfin, voilà,
on va voir, on va évoluer, on teste, on essaie, on voit ce qui peut apporter un peu à la communauté Time Tonic. Ah, puis n'hésitez pas si vous avez des idées à nous proposer, enfin des thématiques ou des trucs spécifiques ou des formats différents, n'hésitez pas, nous, on est preneurs de tout type de format ou d'essayer. On est chaud. Voilà, en sachant que l'idée de base, c'est de découvrir un petit peu tout l'écosystème Time Tonic pour bien le comprendre et puis bien l'utiliser. Voilà. Bon, ben, en tout cas, ben, bonne journée à tout le monde, tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont été assez courageux. Ouais, merci aux courageux. Et puis il y aura le replay comme d'hab que je mettrai sous le sac des thèmes toniciens le lien et puis sur ma chaîne YouTube. Et puis je sais plus s'il se fait directement sur nos codes France aussi. Je sais plus si on a fait configurer le truc, mais en tout cas. Non, je crois pas. Comme on le met sur ta chaîne, ouais, on n'a pas dû. Comme ça Enfin, que tu captes toute l'audience. C'est ça. mes millions de users. Ouais. Ah bah écoute Émilie, si ça a pu te débloquer, c'est parfait, c'est objectif rempli alors. Ouais, très bien. C'est top. C'est un peu le but et puis il y a un peu de voir comment on utilise certains trucs et que ça peut donner des idées aux gens aussi parce qu'en des fois c'est comme les smart texts quoi. Au début on pensait à un truc basique et super simple et puis en fait il y a plein de possibilités derrière et plein d'idées qui peuvent venir après. Donc ouais. N'hésitez pas à venir sous le sac des thèmes toniciens parce que c'est vraiment l'endroit où on échange le plus et que ça peut aider les personnes à poser leurs questions ou à donner des exemples d'utilisation. Ça peut être intéressant aussi, donc n'hésitez pas. Ouais. Ok, eh ben, merci à tous. Au mois prochain pour ceux qu'on côtoie pas habituellement. Et puis bonne fin de journée. Bonne fin de journée. À plus. Yes.